tu es souvent dans l'ombre, tu es souvent de l'autre côté de la caméra, enfin en tout cas tu représentes un média qui n'est pas forcément vidéo, mais qui est un média écrit, Paname Foot. Est-ce que tu pourrais nous présenter succinctement ton parcours? Alors, j'ai travaillé 6 ans en tant que recruteur pour l'AG Auxerre. J'ai été formé à l'AG Auxerre en tant que recruteur avec Guy Roux et Daniel Roland, à qui je passe un grand bonjour. Ce sont des grands messieurs et ça a été pour moi une véritable école du recrutement. J'ai appris le recrutement à l'AG Auxerre. Voilà, donc j'ai fait 6 ans à l'AG Auxerre, ensuite j'ai travaillé pour le LOSC et j'ai été coordinateur de la cellule de recrutement sur la région Paris-Île-de-France. J'ai fait 3 ans à Lille. Ensuite, j'ai travaillé au Mans en tant que recruteur. Alors au Mans, j'intervenais aussi bien sur la cellule de recrutement jeune que la cellule de recrutement pro. Voilà. J'ai fait 5 ans au Mans, avec qui je garde de super souvenirs, comme au LOS, comme à Auxerre. Et voilà, donc 5 ans au Mans, malheureusement jusqu'au dépôt de bilan. Le club était en Ligue 2 et a déposé le bilan pour raisons financières en 2013. Voilà, ouais, 2013, juin 2013. Et à la suite de ça, avec des amis, on va pas se la raconter, au départ, c'était pour s'amuser, quoi. Hein. Voilà, un délire de passionné. On s'est dit, voilà, pourquoi on créerait pas un média. Voilà, un média qui renseigne sur le football francilien. Alors là, tu en arrives directement C'est ça. au cœur du sujet de l'interview, Paname Foot. Paname Foot, la première idée, la première envie, c'était quoi? Alors, Paname Foot, alors le moteur de l'existence, de la création de Paname Foot, c'était en gros, voilà, le football amateur en général, tous les professionnels, tous les joueurs, 99,9% des joueurs professionnels, que ce soit en France ou même au-delà en Europe, sont issus du football amateur. Donc on s'est dit, pourquoi le football amateur est très peu médiatisé? Pourquoi on ne parle pas du football amateur? Voilà. On était constamment, voilà, Messi, Ronaldo, donc je reviens un petit peu en 2013, 2014, création de Paname Foot, Messi, Ronaldo, on parle de la Ligue des Champions, mais le football amateur dans tout ça. Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi on ne parle pas du football amateur? Il y a une vie, il y a quand même, on va parler de l'Île-de-France, il y a presque 300 000 licenciés en Île-de-France. C'est énorme, c'est énorme. Voilà, pourquoi parler tout le temps de la Ligue 1? Voilà, il y a 300 000 licenciés, il y a des petits clubs avec des éducateurs, il y a des bénévoles, des joueurs qui travaillent au quotidien, au jour le jour. On va les médiatiser. Voilà. Je pense que un des grands freins des gros médias de parler du football amateur, c'est que c'est un travail de titan, un travail de fourmi, où il y a énormément de matchs à regarder sans qu'ils soient forcément médiatisés. C'est une grosse masse de travail que de suivre le football amateur en tant qu'organisateur médiatique. Alors, c'était au départ une grosse marge de travail. Et après, tu sais, Farid, avec l'expérience, on apprend à déléguer. Et puis, voilà, maintenant, tout roule, si tu veux. Au départ, après, on ne va pas se la raconter. Encore une fois, on ne va pas dire que voilà, le succès de Paname Foot aujourd'hui, c'est le média numéro 1 du football francilien. On ne va pas se la raconter, on ne va pas dire que voilà, c'était l'objectif ou c'est ce qu'on souhaitait. Voilà. Si tu veux, on a profité d'un vide. Parce qu'en fin de compte, il n'existait pas avant Paname Foot de médias spécialisés football en Île-de-France. Voilà. Sur ce contenu, sur cette ligne éditoriale, Paname Foot, c'est les précurseurs. Voilà. De tout ce qui est interview sur les éducateurs, interview sur les jeunes, signature des jeunes. Paname Foot, c'est le précurseur. Voilà. Est-ce que le public est réactif? Est-ce qu'il y a un vrai engouement autour de cette info médiatique, on va dire quasiment locale? Parce que c'est vraiment très sectorisé. D'ailleurs, le nom s'appelle Paname Foot. On parle vraiment du football d'Île-de-France. Est-ce que vraiment les spectateurs, les amateurs de football sont en demande de ce type de médias? Ils sont très réactifs et ils l'ont été depuis le début, je tiens à le signaler. D'ailleurs, au début, on était perdus parce qu'on ne s'attendait pas à ça. On avait, au bout de 1 mois, 2 mois, il y avait constamment entre 3000 et 4000 personnes qui suivaient. Donc
On s'est dit merde, là on peut plus se louper, il y a une pression énorme et c'était pas évident à gérer au départ parce que c'était pas le but. Nous on voulait créer un média et qui parte crescendo, voilà. Mais là ça a mordu tout de suite dedans. Et pourquoi? Parce que ça a été fait avec stratégie aussi, qu'on ne va pas dévoiler maintenant sur l'antenne parce qu'on a des concurrents, tout ça et tout. Mais voilà, ça a été effectué avec une stratégie. Et voilà, vu qu'il y avait un vide, un manque à ce niveau, bah, tout le monde est rentré dedans. Que ce soit quand je dis tout le monde, c'est qui? C'est les joueurs, c'est les éducateurs, c'est les dirigeants, c'est les parents des joueurs, c'est les passionnés. Voilà, ils se sont dit tiens, bah super. Voilà. Puis en plus, Paname Foot, voilà, c'est un nom qui claque, qui pète, quoi. Et donc voilà, ça leur permet à eux d'aller récupérer, d'aller chercher l'information, les résultats du week-end. Ça leur permet d'avoir des interviews d'éducateurs, des interviews de joueurs. Voilà, donc toutes les signatures de joueurs qui intègrent des clubs professionnels et puis des tas de documentaires maintenant, puisqu'on a un petit peu, on a étoffé la ligne, le contenu éditorial, des tas de reportages entre guillemets qui permettent à chacun de connaître voilà, ce qui se passe dans les autres clubs, ou comment ça fonctionne, tout ça, quoi. Et aujourd'hui, Paname Foot est connu bien plus qu'en Ile-de-France. On a des auditeurs de France, mais aussi on a même des auditeurs, enfin des gens qui suivent au Canada, aux États-Unis, des expatriés français, même en Afrique, parce que bon, après c'est la magie de Facebook aussi, hein, puisque quand vous avez des amis ou des membres de votre famille qui sont au Mali, en Algérie, au Cameroun ou en Côte d'Ivoire, voilà, et grâce à Facebook, ils connaissent Paname Foot. Rapidement, j'aimerais que tu nous parles de ton regard sur le football amateur, parce que tu as été amené à traîner autour des terrains de pas mal de clubs d'Île-de-France, grâce à Paname Foot, mais aussi grâce à tes fonctions d'éducateur, de joueur et aussi de recruteur. Quel regard tu portes sur le football amateur d'aujourd'hui et éventuellement ce qui aurait pu changer? Alors écoute, bon, moi je suis quand même de l'ancienne génération et le football amateur a vachement évolué. Alors, bon, la région parisienne, on le sait, on le répète, c'est un vivier énorme, c'est le plus gros vivier du football mondial, peut-être avec Sao Paulo au Brésil, Buenos Aires. Mais voilà, étant sur les terrains depuis très longtemps maintenant, le football est en train d'évoluer et je pense pas forcément du bon côté. Pas forcément du bon côté. Alors, d'où ça vient, je ne sais pas, ça vient de plusieurs facteurs. Ça vient de plusieurs facteurs, voilà, ça évolue. On en parle souvent dans Paname Foot, il y a des intervenants qui en parlent et on le voit sur les terrains, on discute beaucoup avec des coachs. Hier j'étais avec les frères Guams à Aubervilliers, la semaine dernière j'étais avec Guy qui sont voilà, tout ça des amis de longue date à Sarcelles. Voilà, le football évolue. Et voilà, il commence à y avoir une certaine lassitude chez les anciens éducateurs qui ne retrouvent plus les valeurs qu'il y avait il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années. Le football évolue et malheureusement dans le mauvais sens. Alors pourquoi? Peut-être que c'est, je ne sais pas, j'ai pas la réponse tout seul, il faudra en discuter, je pense que ça mérite un débat aussi. Et voilà, peut-être la surmédiatisation du football aujourd'hui. Tous les parents pensent que quand ils ont un fils qui joue un peu bien au ballon, les parents qui pensent que voilà, quand le fils est bon, eux ils pensent qu'il est très très bon. Quand il est moyen, ils pensent qu'il est bon. Et c'est pas évident, pas évident le rapport entre les joueurs et les entraîneurs, les éducateurs plutôt, qui sont obligés de donner se justifier. Voilà, j'étais avec des éducateurs qui me disaient écoute Abès, voilà, aujourd'hui si tel gamin je le mets en B, j'ai le papa qui va me faire la gueule ou qui va pas me parler pendant 2 semaines parce que son gamin je l'ai mis en B. Voilà, voilà, il y a plein de choses comme ça. Est-ce que c'est pas des problématiques finalement qui pourraient à un moment donné être soulevées par des articles, une investigation, Paname Foot? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On en parle, hein, Paname Foot, on en parle. Par le biais de certaines personnes, par exemple Yacine Amened qui au passage fait des très bons articles
et qui soulève qui a des analyses très intéressantes, très pertinentes sur le sujet. Et à chaque fois que on parle de cette thématique, c'est des articles qui font. Là, on n'est plus dans l'Île-de-France, on est dans une problématique européenne. C'est des articles qui sont partagés, qui font le tour du monde, parce que tout le monde se reconnaît. Les parents, les éducateurs, les joueurs, voilà. Aujourd'hui, sur le terrain, et là, la plus grande évolution, je dis, c'est en école de football. Avant l'école de football, bon, c'était. Voilà. Maintenant, tous les parents pensent que. Beaucoup de parents pensent que voilà, leur fils, c'est le futur Mbappé, c'est le futur Riyad Mahrez ou Paul Pogba. Donc, voilà, ça devient de plus en plus. Mais on est d'accord, Abès, qu'aujourd'hui, la problématique. On a tendance très souvent à jeter la pierre sur les parents, mais c'est une problématique globale. Aujourd'hui, on a quand même un dévoiement de la fonction d'éducateur qui parfois outrepasse un petit peu sa fonction de transmission du savoir du football pour éventuellement des projections sur du professionnalisme, de l'accompagnement, même pourquoi pas dans certains cas. Je pense que aujourd'hui, c'est tous les pans de la société du football qui sont responsables de ce changement, de cette évolution parfois négative. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Farid. Tu fais bien de le signaler. J'ai parlé des parents, mais il n'y a pas que les parents. Il y a aussi beaucoup d'éducateurs qui ne sont pas... Il y a des très bons éducateurs en région parisienne, il y a des très bons entraîneurs, mais il y a aussi des éducateurs qui sont très mauvais, qui font plus de mal au football que de bien. Voilà, qui sont, comme tu viens de le signaler, dans des perspectives d'accompagnement de joueurs, parce qu'ils se disent, voilà, peut-être que ce joueur, c'est le futur Mbappé, c'est le futur Zidane, et c'est jackpot pour moi. Si j'arrive à rester en contact, si j'arrive à l'accompagner jusqu'au bout, si le joueur est fidèle aussi, tu vois, c'est peut-être le jackpot pour l'éducateur, à condition que plus tard, à 17-18 ans, il aille pas avec un Mino Raiola, Jean-Pierre Bernès ou un Mendes. Voilà. Après, on est d'accord, il convient évidemment de ne pas généraliser, c'est pas une généralité, attention. C'est une catégorie tout comme une catégorie de parents, une catégorie d'éducateurs sont à blâmer. Et... Tout à fait d'accord avec toi, Farid, tout à fait d'accord avec toi. Il ne faut pas stigmatiser tous les éducateurs. Exactement. Il y a des très bons éducateurs en région parisienne, et Dieu merci, qui font un excellent travail de formation, qui font progresser les gamins, et surtout dans l'éducation, parce que le football, à la base, c'est l'éducation. Voilà, c'est l'éducation. Moi, personnellement, que mes enfants jouent en équipe B, en équipe C ou en équipe D, ça ne me pose aucun problème. À partir du moment où ils trouvent du plaisir, à partir du moment où ils viennent chercher des valeurs, où ils viennent chercher des règles à travers le football, ça me va. C'est une tranche de vie, le football. Exactement, c'est une tranche de vie. Mais maintenant, beaucoup de gamins viennent consommer ça. On en discutait encore hier. J'étais avec les frères Guams d'Aubervilliers, à qui je passe un grand salut, qui font un très très gros travail. Un très très gros travail, si tu fais bien de préciser. Farid, comme beaucoup de clubs. Avec pas beaucoup de moyens. Avec très peu de moyens. Il faut pas peu de moyens. Faut pas l'oublier. La jeunesse Aubervilliers, qui a été un des premiers clubs, qui est parti de 3... Moi, je connaissais la jeunesse Aubervilliers, j'allais déjà pour le recrutement il y a 20 ans. Il y a 20 ans, ils étaient en 3e division de district. Donc les frères Guams, ils ont fait un énorme travail. Et aujourd'hui, ils évoluent en nationaux avec très peu de moyens. Très peu de moyens à tous les niveaux, que ce soit financier, logistique, infrastructure, tout ça. Voilà, comme Montfermeil, on a connu Montfermeil il y a une vingtaine d'années. Ils font un gros travail qui est récompensé aujourd'hui avec très peu de moyens. Et il y en a beaucoup de clubs comme ça. Et même au-delà de la région parisienne, il y a Herbel, tout ça, il y a beaucoup de clubs qui font avec très peu de moyens, qui obtiennent des résultats extraordinaires. Et c'est pour ça, il faut le signaler. Il y a des très bons éducateurs, il y a des mauvais éducateurs, des éducateurs qui sont dangereux pour le football, mais il y a aussi des très bons éducateurs. On ne va pas parler que du mauvais, on ne va pas parler que du bon, mais il faut parler de tout dans sa globalité. C'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'on on les voit certains, souvent mettre en lumière les joueurs qu'ils ont réussi à faire sortir, mais occultent complètement que pour un joueur sorti, ils en ont cassé 200. C'est ça. Merci Farid de le signaler aussi. J'aimerais qu'on parle un petit peu, parce que on aimerait rester sur un format pas trop long. J'aimerais qu'on parle. Paname Foot, c'est une petite planète du football francilien. Et il y a plein de petits satellites qui tournent autour, avec des événements chaque année. Les Paname Cup. Alors, brièvement, il y a la Paname Cup, le Paname Best Player. Ouais. Alors,
On va commencer par les Panam Cup. Alors les Panam Cup sont des tournois. Alors au départ, c'est des tournois qui étaient réservés aux équipes franciliennes qui ont un gros succès, qui marchent très bien. Et puis il y a tout l'esprit. Il n'y a pas que le football, il y a la compétition. Généralement, c'est des équipes de bon niveau, même si on ouvre à tout le monde. D'accord ? L'objectif, c'est ça. C'est un peu l'objectif de Panam Foot. Mettre de très belles équipes et aussi donner sa chance à des équipes. Tout ça dans un bon esprit, une belle ambiance. Voilà, toutes les Panam Cup sont des grandes fêtes. Voilà, la première Panam Cup qui a eu lieu il y a quelques années à Saint-Denis et à la dernière qui s'est faite à Vers-sur-Marne, toutes les Panam Cup, voilà, c'est un esprit convivial, c'est la fête, c'est les éducateurs qui se retrouvent, c'est des joueurs qui se retrouvent, c'est des parents qui se retrouvent et voilà, donc la Panam Cup c'est ça, c'est une grande fête du football, le côté festif qu'on peut retrouver dans des tournois, voilà, avec pas la même pression qu'on a au quotidien, qu'on a tous les week-ends en compétition. Voilà, les Panam Cup, c'est une grande fête et c'est pour ça que ça marche bien. Le Panam Best Player. Alors, le Panam Best Player, c'est une compétition qui a été mise en place. On fait une compétition, c'est le mauvais terme, c'est une récompense qui a été mise en place la saison dernière, donc voilà, 2018, et qui récompense les générations U14 à U19. D'accord ? Qui récompense le meilleur de chaque génération et le Panam Best Player qui est le meilleur joueur, toute génération confondue. D'ailleurs, l'année dernière, c'est Hannibal Mejbri qui vient d'être transféré à Manchester United il n'y a pas longtemps et qui est le vainqueur du Panam Best Player de l'année 2018. Après, bon, c'est quelque chose qui marche très très bien, puisque ça a été relayé quand même par Footper Mercato, qui a plus de 3 millions de suiveurs, Goal.com, dans la presse on en a parlé, Le Parisien, tout ça. Donc voilà, et c'est dans cet aspect aussi récompenser, valoriser le football francilien, qui, il ne faut pas l'oublier, nous a fourni des joueurs de classe mondiale. Hein. On parle de Mbappé, il y a aussi Mahrez, il y a aussi Pogba, et ceux qui étaient là avant, les Henry, les Anelka, et j'en passe. Voilà. La moitié de l'équipe de France est issue du football francilien. Je te laisse 30 secondes pour terminer. Me dire ce que tu veux pour donner envie de suivre Panam Foot aux gens qui regardent cette vidéo. Alors, Panam Foot, Farid, c'est là où tu peux aller chercher ton actualité. Pas l'actualité des autres, ton actualité. Celle de ton football. Voilà, tout simplement. Et après ça, on a assez de parler de Panam Foot, tout ça. Un grand big up à toi, Farid, pour ce que tu fais, parce que ça fait quand même depuis quelques années qu'on se connaît. Je te suis à travers les réseaux sociaux, tout ça, et tu fais un travail énorme. Je tiens à le signaler, parce que tu es un peu comme moi, tu es un peu comme nous. Panam Foot, on est dans l'ombre, on ne cherche pas à se mettre en lumière. Tu sais, des interviews, si je veux, à travers mon site, j'en fais tous les jours. Mais ça ne m'intéresse pas, je pense que tu es un peu dans la même optique et que tu réalises un travail extraordinaire. Je dois dire que il n'y a pas un seul jour où je ne regarde pas tes publications, où il y a ta touche personnelle, c'est ta touche propre, un peu comme Panam Foot, où il y a sa touche propre. Tu as ta touche propre, c'est tout le temps, tu nous racontes des histoires, mais que tu sais faire vivre et où c'est hyper intéressant. Et on attend avec impatience ton reportage sur Copa. Alors ça parle peut-être pas aux jeunes de 20 ans, 10 ans, 15 ans qui sait Copa. À la limite, ils s'en foutent. Copa, c'est loin, voilà. Mais je pense qu'à travers ce reportage de Copa, je pense qu'il t'est arrivé plein de trucs. Tu es parti au Real Madrid, tu es parti dans une institution, tu as rencontré des institutions du football français. Tu vas me faire rougir là. Mais c'est vrai, je tiens à le dire parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui te le diront. On va être franc, il n'y a pas beaucoup de monde. Et donc, tu as été amené à rencontrer des institutions du football mondial. Emilio Butragueño, tout ça, Raymond Kopa, bien sûr, paix à son âme avant qu'il décède. Et on l'attend avec impatience et encore un grand big up à toi, Farid, pour tout le travail que tu fais. Et sache que merci à toi. On est tous derrière toi également. Merci beaucoup. En tout cas, moi, j'ai pas d'autre objectif que d'essayer de faire vivre un petit peu la culture du football et de garder la flamme de la passion allumée. Même si, bien évidemment, le football représente évidemment des intérêts au niveau social, mais il y a aussi un intérêt culturel et c'est ça que j'aimerais faire vivre en France, c'est cette culture. Bien sûr. Écoute, Farid, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puis, c'est un peu le credo,
l'essence de l'existence de Paname Foot aussi. Voilà, Paname Foot, c'est tout ça, c'est les jeunes de quartier, c'est les jeunes de banlieue, c'est aussi les petits bobos en région parisienne qui suivent Paname Foot. C'est tout le monde et c'est ouvert à tout le monde, quelle que soit la race, la religion, quoi que ce soit. On met tout le monde d'accord, quoi. C'est comme le football, le beau football, ça met tout le monde d'accord. Et tu es également dans cette optique avec tous les projets que tu fais, avec tout ce que tu fais. Voilà, tu es dans la même optique que nous, Farid. Merci Abès et longue vie à Paname Foot. Je te remercie, Farid, et puis à bientôt.